Les coups ébranlaient ma porte comme un bélier. Chaque frappe secouait le cadre jusqu'à ce que la serrure cède. Puis la porte a volé, claquant violemment contre le mur. Dans la lueur du couloir se tenait Richard Lefebvre, mon beau-père. Son visage était congestionné par l'alcool et la fureur. Il a titubé en avant, hurlant entre ses dents serrées. « Tu as trahi cette famille, Amélie. Ce soir, tu vas apprendre ce que coûte la loyauté. » Avant que je ne puisse réagir, tout son poids s'est abattu sur moi, me projetant contre la bibliothèque. Une douleur fulgurante a explosé dans mon épaule avec un craquement sinistre. Mon corps s'est plié, mes côtes hurlant alors qu'il frappait à nouveau. Derrière lui, dans la pénombre, se tenait ma mère. Marguerite. Ses mains couvraient son visage, son corps tremblait, ses yeux étaient écarquillés de terreur. Mais elle n'a pas bougé vers moi. Elle n'a pas parlé. Elle est juste restée là, silencieuse, regardant mon corps s'effondrer sur le sol. Ce silence me transperçait plus profondément que ses poings. Je m'appelle Capitaine Amélie Dubois. J'ai 32 ans, je suis médecin militaire dans l'armée de terre, stationné à la base de Pau. J'ai sorti des soldats blessés de véhicules en feu sous les tirs, j'ai réduit des fractures sur le sol d'hôpitaux de campagne et recousu des peaux déchirées dans les tempêtes de sable du Mali. J'ai vu des hommes se vider de leur sang en quelques minutes, mais rien dans la guerre ne m'avait jamais préparé à la guerre qui a franchi le seuil de ma propre porte cette nuit-là. La main de Richard s'est emmêlée dans mes cheveux, me tirant vers le haut, ses phalanges s'écrasant contre ma pommette jusqu'à ce que des étoiles éclatent dans ma vision. Mon épaule pendait, inerte, la douleur criant à chaque respiration. J'ai essayé de le repousser, mais sa taille éclipsait la mienne. L'air était empli de l'odeur de whisky et de l'écho de sa voix, basse et venimeuse. « Tu ne m'échapperas jamais, ma fille. La famille, c'est pour toujours. » Les sanglots de ma mère ont percé, étouffés derrière ses mains. Pendant une seconde fugace, nos regards se sont croisés. Je l'ai suppliée silencieusement, « S'il te plaît, aide-moi. » Mais elle est restée figée, son silence plus assourdissant que n'importe quel cri. J'ai pensé au soir où nous chantions ensemble quand j'étais enfant. Sa voix me berçait jusqu'au sommeil. Cette voix avait disparu maintenant, piégée dans la peur. Du sang a coulé dans ma bouche. Mes genoux ont fléchi. Mais à travers le brouillard, j'ai vu la radio vert olive sur mon bureau, celle que je ramenais de la base après les gardes de nuit. Rampant sur le côté, je me suis élancé, chaque côte protestant. La botte de Richard s'est abattue sur mon dos, mais mes doigts ont trouvé l'interrupteur. 3 pressions rapides, le signal d'urgence. Quelque part à des kilomètres de là, la gendarmerie verrait mes coordonnées s'allumer. Richard ne l'a pas remarqué. Sa rage le consumait. Il m'a soulevé de nouveau et m'a projeté contre le mur, promettant que je regretterais d'avoir un jour quitté sa maison, ses règles. Ma vision s'est rétrécie, un tunnel de lumière et de son s'estompant rapidement. Pourtant, sous le rugissement de la voix de mon beau-père, j'ai cru l'entendre, le faible crépitement d'une réponse à la radio. L'espoir, fin comme un fil, pulsait dans ce son. Et à cet instant, alors même que la douleur m'engloutissait, j'ai su que cette nuit ne se terminerait pas en silence. Elle se terminerait avec la vérité qui éclaterait au grand jour. Alors que j'étais allongé sur le sol cette nuit-là, le goût cuivré du sang emplissant ma bouche, mon esprit m'a trahi en me ramenant en arrière, vers les années où mon monde me semblait encore sûr. La douleur a une façon de raviver les souvenirs. J'ai revu mon père, pas en uniforme cette fois, mais à genoux sur le tapis du salon, tenant un petit drapeau tricolore pendant que je balbutiais les paroles de la Marseillaise. Il riait doucement quand j'oubliais un vers, puis recommençait, me guidant de sa voix forte et stable. C'était un ancien de la Marine nationale, sévère avec lui-même, mais d'une infinie douceur avec moi. Je pensais que cette stabilité durerait toujours. Mais, toujours, a pris fin quand j'avais 8 ans. Une crise cardiaque soudaine l'a emporté au milieu d'une garde de nuit. Et d'un coup, l'homme qui m'avait appris à être courageuse n'était plus là. La maison est devenue silencieuse, dépouillée de son rire et de la sécurité qui l'accompagnait. Ma mère, Marguerite, a essayé d'être les 2 parents à la fois, mais je pouvais voir les fissures dans son âme. Elle est passée des chansons dans la cuisine aux soirées assises seule, à regarder les factures, les mains tremblantes quand elle pensait que je ne la voyais pas.
C'est durant ces années fragiles que Richard Lefebvre est apparu. Un ancien officier de logistique, grand et imposant, le genre d'homme que l'on remarque quand il entre dans une pièce. Il apportait avec lui la confiance de quelqu'un qui prétendait comprendre l'ordre et la discipline. Pour ma mère, encore en deuil et désespérément en quête de stabilité, il a dû sembler être un sauveur. Pour moi, c'était un étranger qui s'était installé trop vite dans nos vies. Je n'oublierai jamais ce premier dîner. Richard est arrivé avec un bouquet de lys pour ma mère, le genre qu'elle n'avait pas reçu depuis des années. Pour moi, il avait apporté un ours en peluche habillé d'un treillis miniature. Le visage de ma mère s'est illuminé d'une manière que je n'avais pas vue depuis avant la mort de mon père, ses joues rougies par quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Je me souviens l'avoir regardée sourire, radieuse et vivante à nouveau, et savoir que j'aurais dû me sentir heureuse. Au lieu de ça, j'ai senti un œuf froid dans ma poitrine. Cet ours est resté sur mon étagère pendant des années, me fixant de ses yeux cousus, un rappel que quelqu'un de nouveau avait pris la place où vivait encore le souvenir de mon père. Même enfant, je sentais que ce cadeau ne me concernait pas. Il s'agissait de gagner du terrain, de planter un drapeau dans le deuil silencieux de notre foyer. Et bien que ma mère l'ait accueilli à bras ouverts, j'ai su alors, d'une manière que les mots ne pouvaient pas encore expliquer, que la lumière dans notre maison avait changé, qu'elle ne brillerait plus jamais de la même façon. C'est étrange comme la mémoire fonctionne. Cette nuit-là, sur le sol de mon appartement, alors que les poings de Richard s'abattaient comme des marteaux, je n'arrêtais pas de voir la version antérieure de lui, celle que le monde voyait, celle en laquelle ma mère croyait. Après la mort de mon père, Richard était entré dans nos vies enveloppé de politesse. Il racontait des histoires de guerre à table, des récits polis, jamais trop sombres, toujours juste assez pour impressionner. Il se tenait droit, toujours en chemise repassée, la voix calme et mesurée. Quand il nous a fait emménager dans sa grande maison dans la banlieue de Pau, ma mère a appelé ça une bénédiction. Pour les voisins, c'était le parfait gentleman. Pour ma mère, c'était la sécurité après des années de lutte. Mais lentement, le masque est tombé. Ça a commencé par de petites choses, des questions sur avec qui ma mère passait ses après-midi, des remarques sur ses vêtements, des commentaires déguisés en préoccupation. Puis il a suggéré qu'elle ferme son compte en banque, disant que les familles devraient tout partager. Je l'ai regardé lui céder son indépendance sans presque protester. Son charme avec les autres ne faiblissait jamais, mais entre les murs de cette maison, il dictait les règles et réécrivait chaque parcelle de nos vies. La femme qui fredonnait autrefois en cuisinant ne chantait plus. Le rouge à lèvres qu'elle portait le dimanche a disparu au fond d'un tiroir. Elle marchait plus doucement, comme si même le son de ses pas nécessitait une permission. J'ai vu ses amis disparaître de notre porte, une par une, jusqu'à ce que le téléphone cesse complètement de sonner. J'ai appris à mesurer l'humeur de la maison au silence qui flottait dans l'air. Un soir, quand j'avais 14 ans, j'ai pleinement compris ce qui se cachait sous la surface calme de Richard. Ma mère avait acheté une robe simple, pas chère, rien d'extravagant. Elle l'a portée dans la salle à manger, souriant timidement, et pendant un instant, j'ai vu un aperçu de la femme qu'elle était autrefois. L'expression de Richard s'est durcie. Sans avertissement, il a projeté son assiette contre le mur, la sauce dégoulinant comme du sang sur le papier peint pâle. Il a hurlé qu'elle était irresponsable, dépensière, ingrate. Ma mère s'est recroquevillée devant lui, balbutiant des excuses, promettant de rendre la robe. J'étais assise, figée, fixant la médaille qui était tombée de la cheminée dans le chaos, une médaille de la marine qui avait appartenu à mon père. Richard l'a ramassée, a ricané, et l'a jetée au sol. Sa voix était froide. Définitive. Je suis le seul homme dans cette maison maintenant. C'est à cet instant, en regardant ma mère baisser la tête en silence et la médaille de mon père ternie sur le tapis, que j'ai réalisé que Richard n'était pas un protecteur. C'était un conquérant, et notre maison était son territoire. Le masque s'était brisé, et les yeux qui me fixaient de l'autre côté de la pièce n'étaient pas ceux d'un homme. C'étaient les yeux d'un prédateur. La nuit où Richard a jeté la médaille de mon père par terre a marqué un tournant en moi. J'ai réalisé alors qu'attendre que les choses redeviennent normales était un fantasme. La normalité avait disparu, enterrée avec mon père. À partir de cette nuit, j'ai compris que si je voulais de l'air pour respirer, je devrais le tailler moi-même.
Le lycée est devenu mon champ de bataille. Pendant que les autres jeunes traînaient dans les couloirs ou riaient à la cantine, je me suis jetée à corps perdu dans un entraînement sportif intensif, visant Saint-Cyr. Exercice de marche à l'aube, pompe sans fin, course jusqu'à ce que mes poumons brûlent. J'accueillais tout cela. La douleur dans mes muscles était plus propre que la douleur de la maison. La sueur noyait l'écho de la voix de Richard. La discipline est devenue un bouclier. Je pouvais maintenir un rythme qui repoussait l'obscurité de ma maison plus loin, ne serait-ce que pour quelques heures à la fois. C'est durant ces années que j'ai rencontré Noémie Martin. Elle était vive d'esprit, tranchante comme du verre, le genre de fille qui voyait à travers les façades en un seul regard. Elle m'a demandé une fois pourquoi je ne l'invitais jamais chez moi. J'ai ri pour esquiver, mais elle n'y a pas cru. Un soir après l'entraînement, j'ai laissé échapper la vérité. Pas tout son poids, je ne pouvais pas m'y résoudre, mais assez pour qu'elle voie les contours de ma prison. Elle n'a jamais jugé, jamais eu pitié. Elle est simplement devenue la seule personne avec qui je pouvais enfin souffler. Parfois, la survie n'a besoin que de ça. Un seul témoin qui sait que vous n'êtes pas folle, qui vous croit. À la maison, les ombres s'épaississaient. Ma mère était devenue un fantôme dans son propre corps. Elle se déplaçait doucement, parlait peu, toujours les yeux baissés. Quand je la suppliais de se défendre, elle ne faisait que murmurer « Tu ne comprends pas les militaires, Amélie. Il est strict, mais il nous aime. C'est comme ça qu'ils sont. » Chaque fois qu'elle disait ça, je sentais quelque chose se briser en moi. Elle appelait ça de l'amour, mais je savais que c'était faux. C'était la peur portant un masque trop lourd à enlever. Alors, j'ai fait mon propre vœu en silence. Je me suis promis qu'à l'instant où je pourrais partir, je ne reviendrai jamais. Je ne disparaîtrai pas comme ma mère. Je ne laisserai pas les règles de Richard devenir la définition de la famille. Mon évasion n'allait pas être bruyante ou spectaculaire. Elle allait être constante, disciplinée, inévitable. Chaque pompe, chaque kilomètre, chaque exercice était un pas vers la liberté. Et dans le silence de ma chambre la nuit, avec l'ours en peluche en uniforme me fixant depuis l'étagère, je murmurais une seule promesse, je m'en sortirai. Je ne le laisserai jamais gagner. Quitter cette maison, c'était comme sortir d'une grotte après des années à respirer de l'air vicié. Quand ma lettre d'admission pour l'école spéciale militaire de Saint-Cyr est arrivée, j'ai fait mon sac en silence, ne me faisant pas confiance pour parler. Le matin de mon départ, Richard a à peine levé les yeux de son journal. Ma mère m'a serré fort dans ses bras, tremblant, me murmurant des mots que je ne parvenais pas à saisir. Je me suis dit que j'étais libre. Mais la liberté est plus compliquée que la distance. À l'école, la discipline est devenue autre chose. Plus un bouclier, mais un chemin vers l'avant. Je me suis investi dans chaque exercice, chaque manœuvre sur le terrain, chaque nuit d'études jusqu'à ce que l'épuisement soit la seule façon que je connaisse de me reposer. Des années plus tard, j'ai troqué l'uniforme d'élève officier pour le treillis de l'armée et suis devenu médecin de combat. Le Mali m'a appris le genre de leçons qu'aucune salle de classe ne pouvait enseigner. J'ai maintenu la pression sur des blessures pendant que les mortiers tombaient assez près pour faire trembler le sol. J'ai traîné des soldats plus lourds que moi à travers la poussière et le sang, recousu des chairs déchirées avec des mains tremblantes qui n'avaient pas le temps d'hésiter. Là-bas, la survie se mesurait en secondes, et parfois en miracles. C'est dans ce désert que j'ai rencontré le lieutenant Sarah Moreau, au franc-parler, intrépide, le genre de médecin qui riait au nez du chaos. Elle est devenue mon ancre dans la tempête. Et puis il y avait le capitaine Jacques Valois, des forces spéciales. Il se déplaçait avec une force tranquille, une stabilité qui me rappelait mon père. Au fil des mois de mission et de nuits sous un ciel étranger, je me suis permis de croire que je pouvais ressentir plus que la simple survie. Mais même à l'autre bout du monde, les fantômes me suivaient. Chaque appel à la maison portait le même tremblement dans la voix de ma mère. Elle insistait sur le fait qu'elle allait bien, mais les pauses entre ses mots disaient le contraire. Le silence a un poids, et le sien pesait lourdement à travers chaque ligne grésillante. Je ne pouvais plus le supporter, alors je lui ai envoyé des brochures d'un centre de soutien pour les conjoints de militaires, des numéros qu'elle pouvait appeler, des endroits sur où elle pouvait aller. Richard les a trouvés. Sa rage a voyagé plus vite que n'importe quelle balle. Une nuit,
Mon téléphone a vibré avec un message de sa part. Reste en dehors de ma maison. Si jamais tu interviens à nouveau, je ne m'occuperai pas seulement d'elle. Je viendrai te chercher, toi aussi. En lisant ces mots dans une tente poussiéreuse éclairée par une seule lanterne, j'ai senti la guerre changer de nature. Elle n'était plus seulement à l'étranger. Elle m'avait suivi, traversant les océans, me rappelant que certaines batailles ne se terminent pas quand on quitte la maison. Certaines ombres franchissent les frontières, attendant le jour où vous êtes forcé de les affronter. La menace dans le message de Richard persistait dans mon esprit comme le bourdonnement constant d'un moteur qu'on ne peut pas éteindre. J'ai essayé de m'enfouir dans le travail, dans le chaos du terrain, mais certaines nuits, le silence du désert ne faisait qu'amplifier son ombre. Puis est venu l'appel, celui qui m'a brisé plus que n'importe quelle blessure que j'avais soignée sur le champ de bataille. Il était tard, le camp était calme, à l'exception du grondement lointain des générateurs. Mon téléphone satellite a vibré. Quand j'ai répondu, tout ce que j'ai entendu au début, c'était le vent et une voix tremblante. Amélie, a murmuré ma mère, comme si quelqu'un pouvait l'écouter. Il sait. Il a détruit le téléphone de la maison. Il a dit que si jamais tu me recontactais, il te tuerait. J'ai serré le combiné si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ma voix s'est brisée alors que je la suppliais. Maman, écoute-moi. Viens à la base. J'arrangerai une autorisation. Tu seras en sécurité ici. Je te protégerai. Son souffle tremblait à l'autre bout. Je pouvais presque la voir, debout à un coin de rue sombre près d'une cabine téléphonique, regardant par-dessus son épaule. Non, ma chérie, dit-elle, sa voix se brisant comme du verre fin. Tu ne comprends pas. Il nous retrouve toujours. Toujours. Tu dois vivre, Amélie. Juste toi. C'est assez pour moi. Et puis elle a raccroché. La ligne est devenue silencieuse, ne laissant que le grésillement creux d'un monde qui avait fermé ses portes. Je suis restée assise là, dans la tente, fixant les ombres sur les murs de toile, me sentant comme la petite fille serrant un ours en peluche, impuissante, invisible. Mais l'entraînement ne vous permet pas de rester longtemps dans l'impuissance. Le lendemain matin, j'ai cherché le commandant David Hérisson, notre commissaire des armées. C'était un homme qui pesait ses mots, le genre dont le calme vous faisait croire aux règles, même quand le chaos régnait. Je lui ai tout raconté, l'appel de ma mère, les menaces de Richard, l'histoire qui m'avait traqué à travers les continents. Sa mâchoire s'est crispée, mais ses yeux sont restés stables. Il a promis d'examiner ce qui pouvait être fait légalement, bien qu'il ait admis lui-même que la portée de la loi militaire avait ses limites quand il s'agissait d'un beau-père civil en métropole. Plus tard, dans la tente médicale, j'ai trouvé Sarah. Elle a écouté sans m'interrompre, puis m'a saisi l'épaule avec le genre de force qui disait qu'elle avait déjà décidé que si Richard venait, elle se mettrait aussi sur son chemin. Cette nuit-là, je suis restée éveillée sous les étoiles étrangères, réalisant la cruelle vérité, l'espoir avait vacillé un instant, pour être ensuite étouffé par la peur de ma mère. Mais la peur est à double tranchant. Richard pensait l'avoir réduite au silence. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces mots avaient allumé autre chose en moi, un refus de rester sa prisonnière, même à l'autre bout du monde. La nuit s'est terminée avec des gyrophares bleus et rouges clignotant contre les fenêtres de mon logement trempé par la pluie. Le son de bottes martelant le couloir, et les mains de Richard finalement arrachées de moi. Il hurlait encore quand ils l'ont traîné dehors, crachant toujours sa rage même quand les menottes se sont refermées sur ses poignets. L'air empestait l'alcool et le fer, mon sang sur sa peau. Je suis restée assise contre le mur, la poitrine haletante, les côtes douloureuses à chaque respiration, et j'ai regardé la tempête à l'intérieur de notre maison enfin se calmer. Mais ce qui m'a le plus frappé n'était pas son arrestation. C'était ma mère. Marguerite se tenait figée dans un coin, le mascara coulant sur ses joues, son corps tremblant. Elle n'avait pas levé la main pour l'arrêter. Même quand les gendarmes ont poussé Richard dans le couloir, elle a serré son châle plus fort autour de ses épaules, les yeux fixés sur le sol. Et quand ils lui ont demandé de témoigner, de confirmer ce qui venait de se passer, elle a secoué la tête lentement. « C'est toujours mon mari », a-t-elle murmuré. Il ne le pensait pas, ces mots m'ont transpercé plus profondément que n'importe lequel des coups de Richard. Pendant des années, je m'étais dit qu'elle était une victime comme moi,
piégée, impuissante. Mais à cet instant, j'ai vu quelque chose de plus difficile à accepter. Elle avait choisi le silence. Elle l'avait choisi, lui. Et peut-être le choisirait-elle toujours. À l'hôpital, alors qu'il recousait la coupure au-dessus de mon sourcil et bandait mes côtes, Jacques est arrivé, tout juste rentré de mission. Il se tenait à mon chevet, la fureur et le chagrin se livrant bataille dans ses yeux, sa main serrant la mienne si fort que je sentais le tremblement dans ses os. « Plus jamais, a-t-il dit, la voix basse mais ferme. Il ne te touchera plus jamais. » Le commandant Hérisson est venu le lendemain avec un dossier épais de rapports. L'arrestation de Richard n'était pas seulement l'affaire d'une nuit. Elle ouvrait un casier. De vieilles accusations longtemps ignorées, des plaintes enterrées, des voix réduites au silence. Cette fois, le système n'allait pas détourner le regard. Pour une fois, la loi avait un poids plus lourd que les poings de Richard. Et pourtant, sous le soulagement, je pleurais. Pas pour Richard, il n'était plus qu'une ombre, mais pour ma mère, qui était restée dans ce coin toute sa vie, confondant la soumission avec la survie. J'ai réalisé alors que la sauver n'avait jamais été en mon pouvoir. Ce que je pouvais sauver, c'était moi-même. Quand je suis sortie de cet hôpital quelques jours plus tard, l'uniforme impeccable malgré les bandages en dessous, l'air semblait différent. Je n'étais pas l'enfant qui murmurait des promesses dans le noir. J'étais une soldate qui avait survécu aux 2 champs de bataille, étrangers et domestiques. Et alors que le drapeau à l'extérieur de la base claquait au vent, j'ai compris la vérité que j'avais poursuivie toute ma vie. La liberté n'est jamais donnée. Elle se prend. La première chose que j'ai sentie en me réveillant à l'hôpital militaire, ce n'était pas les bandages ni la douleur dans mes côtes. C'était la main de Jacques enroulée autour de la mienne, stable et chaude. De l'autre côté du lit se tenait Sarah, les bras croisés, ses yeux perçants plus doux que je ne les avais jamais vus. Et à côté d'elle, le commandant Hérisson tenant un dossier qui semblait porter le poids de tout ce que j'avais lutté pour garder enfoui. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas seule. Quand ma mère est entrée dans la chambre, je me suis préparée au silence. Au lieu de cela, ses épaules ont été secouées de sanglots et ses mots se sont déversés comme un barrage qui cède enfin. Elle a admis ce que je savais et que pourtant j'avais besoin d'entendre, 15 ans de bleu, de peur et de choix faits au nom de ma protection. Elle croyait que si elle restait silencieuse, si elle portait le fardeau elle-même, la rage de Richard m'épargnerait. Mais son silence ne m'avait pas sauvée. Il n'avait fait que m'attirer plus profondément dans le feu. Les larmes brouillaient son visage, mais cette fois, elle n'a pas détourné le regard. La salle d'audience était plus froide que n'importe quelle tente dans laquelle j'avais dormi à l'étranger. Richard est apparu impeccable dans un costume élégant, comme si la civilité même pouvait effacer ce qu'il avait fait. Il m'a dépeinte comme instable, m'accusant d'exagération, de trahison. Mais les preuves accumulées contre lui formaient une forteresse. Le signal SOS de ma radio, les dossiers médicaux documentant chaque fracture, le témoignage de ma mère. Tout cela formait un mur que ces mensonges ne pouvaient pas escalader. Quand le juge a lu la sentence, 20 ans de prison avec le retrait de ses distinctions militaires, le masque de Richard s'est enfin fissuré. Je n'ai pas vu un commandant, ni même un homme, mais la fureur creuse de quelqu'un qui avait perdu le contrôle pour la dernière fois. De ces décombres, j'ai choisi de construire. Aux côtés de Sarah, j'ai fondé Égide du Courage, une organisation dédiée à connecter les militaires et leurs familles vivant dans l'ombre des violences domestiques. Jacques s'est chargé de la logistique, s'assurant que personne qui nous contactait ne serait confronté au silence à l'autre bout du fil. Et ma mère, hésitante mais déterminée, a commencé à faire du bénévolat à l'hôpital d'instruction des armées, sa voix revenant lentement. La première fois qu'elle a chanté la Marseillaise lors d'un défilé, sa voix forte et claire, j'ai senti une boucle se refermer. Quelques mois plus tard, debout devant une salle remplie de médecins militaires et d'élèves officiers, j'ai prononcé des mots que je n'aurais jamais cru dire à voix haute un jour. Le silence n'a jamais protégé personne. Nous ne sommes en sécurité que lorsque nous avons le courage de dire la vérité. Les applaudissements se sont élevés, mais je n'en avais pas besoin. Ce qui comptait, c'était le calme en moi, la certitude que la guerre que j'avais portée pendant des décennies n'était plus seulement la mienne. J'avais parlé, et dans cette vérité, j'avais enfin conquis ma liberté. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais beaucoup connaître vos pensées.
Partagez ce que vous avez ressenti dans les commentaires et dites-nous de quel endroit du monde vous nous regardez. Vos mots et votre présence comptent plus que vous ne l'imaginez. N'oubliez pas de vous abonner à Tension familiale pour ne pas manquer la prochaine histoire qui pourrait parler directement à votre cœur. Continuons à faire vivre cette conversation.